Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Flavien Gay. Salut Flavien, Salut! comment ça va? Eh bien, très bien, merci. Merci à toi d'intervenir sur le podcast, d'autant plus qu'on est le jour de ton anniversaire, comme on disait Et- en off. Donc, Effectivement. c'est gentil de prendre un petit moment aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et parler un petit peu de ton parcours? Yes. Écoute, ouais, moi c'est Flavien. Donc à la base, je suis enseignant de PS. Donc j'avais commencé par une licence entraînement à l'INSEP. Ensuite, très rapidement, j'ai bifurqué vers la filière éducation et motricité pour être enseignant, tout en continuant ma formation de prépa, tout en continuant d'entraîner d'ailleurs, puis après de basculer un peu vers la préparation physique. Voilà, donc plutôt issu du milieu du rugby. Donc j'entraînais rugby à la base, ensuite prépa rugby chez les garçons. Ensuite j'ai basculé chez les filles. Donc je suis arrivé il y a 4 ans maintenant, 4-5 ans à Bobigny en élite, où j'ai commencé à appréhender la préparation physique avec un public féminin. Par la même occasion, j'ai intégré l'APER, c'est une académie Pôle Espoir chez les jeunes, à Aulnay, où en fait j'avais cette double casquette d'être prépa chez les Louves à Bobigny, mais en même temps à l'académie, où en fait on avait cette passerelle de formation avec la Fédé, donc c'était plutôt intéressant. Et après un cycle de 3-4 ans, j'ai été appelé, je suis parti avec mon manager au Racing, pour monter justement un nouveau projet féminin, sous les couleurs du Racing, donc de démarrer tout en bas pour justement accéder le plus vite possible à l'élite et remonter une filière féminine là-bas le plus vite possible. Donc voilà, donc à la fois cette double casquette d'enseignant de PS, mais également de préparateur physique, et ce depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Et actuellement, tu exerces toujours ces deux professions? Ouais, exactement. Donc, je commence à réduire progressivement le PS, parce que c'est vrai que ça demande quand même un petit peu de temps, et d'associer le PS plus la préparation physique, au bout d'un moment, ça commençait à bouchonner un peu. Donc, j'ai diminué un peu mon temps d'enseignant. Mais en parallèle, ouais, je fais la prépa, que ce soit rugby ou parfois même du coaching un peu individuel. Ouais. Ouais, j'ai une première question qui m'interpelle un peu. Comment tu t'organises dans tes journées ou dans tes semaines avec ces deux activités finalement? Tout, c'est un peu imbriqué alors, on a la chance en EPS de pouvoir un peu composer nos emplois du temps parce qu'on est tributaire des infrastructures, donc chose que tous les enseignants n'ont pas la chance d'avoir. Donc en gros, moi, je travaille que des demi-journées maintenant sur l'EPS, essentiellement matin, début d'après-midi, et ensuite, ce qui me permet de libérer du temps, soit pour un travail personnel chez moi de prépa, ou alors pour me rendre sur mon lieu d'exercice, donc à savoir au Stade du Manoir à Colombes. Et donc, ouais, c'est quand même d'organiser un peu les deux, d'organiser les temps de présence, mais aussi les temps de prépa, qui sont pas toujours évidents. Donc, c'est travailler le soir quand j'ai pas le rugby, en journée pour les réunions, pour développer les différents programmes et tout ça. Jongler avec le métier de père aussi, 2 enfants. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de choses à imbriquer. Voilà, c'est une organisation. Parfois, ça bouche un peu, on est obligé d'enlever, de se dire que, là, ça passe plus. Donc, voilà, au fur et à mesure, on réorganise d'année en année pour essayer de trouver le meilleur compromis entre tout ça. Ouais, beaucoup d'organisation. Ouais. J'aimerais rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Du coup, tu as cette double casquette, préparateur physique et enseignant de PS. Est-ce que tu pourrais, de par ton expérience, mettre un peu en avant les points communs et les divergences entre ces deux activités?
Ouais. Alors c'est vrai que c'est un vaste sujet. Effectivement, moi, pour un peu, recontextualiser, j'ai démarré prof de PS et pour être tout à fait, transparent, c'était quand même une sécurité de l'emploi. Bon, j'adorais travailler avec les enfants vu qu'on entraîne, on fait des stages relativement tôt. Donc en fait, on est très vite amené à apprécier le contact ou non, ce qui nous permet d'être sûr à peu près qu'on aime ce métier, qu'on aime le relationnel, le contact, de faire apprendre. Mais j'avais pas peut-être encore la maturité pour vraiment comprendre lorsqu'on est en formation, parce que tout s'enchaîne très vite en master, on passe les années, on ingurgite, on n'a peut-être pas le temps de digérer tout le contenu, qu'on nous donne et force est de constater que là, passé, ces 10 années à enseigner, je parle à enseigner, je me rends compte de certaines choses qui ont constitué ma formation initiale et qui aujourd'hui, me paraissent quand même être une évidence et d'être une importance. Et en fait, en parallèle, comme je suis entraîneur, je me suis rendu compte aussi des forces, mais également des faiblesses d'un milieu comme de l'autre. D'un milieu comme l'entraînement et d'un milieu comme l'EPS, où parfois on a tendance un peu à, alors pas par tout le monde, mais aujourd'hui on oppose un peu, je trouve, le milieu de l'éducation physique et sportive, donc le milieu plutôt scolaire et le milieu de l'entraînement. Alors, sans poser, enfin, sans faire de procès à quiconque et puis vraiment avec beaucoup d'humilité, moi, de mon regard, je dirais que l'EPS, dans ma formation initiale, m'a apporté des bases que je ne retrouve pas forcément parfois dans le milieu de l'entraînement. En tout cas, des choses qui aujourd'hui me paraissent être une évidence, mais qui ne l'est pas forcément pour tout le monde. Mais comme je te le disais, ça m'a pris quand même pas mal d'années avant de comprendre ça. Et inversement, quand dans le milieu de l'entraînement, il y a quand même une remise en question régulière, il y a une volonté de toujours, se remettre à niveau, d'aller rechercher la nouveauté, en tout cas d'être toujours un peu à la pointe, de la connaissance, de la technologie, chose que je ne retrouve peut-être pas dans l'EPS. Voilà, il y a parfois peut-être, je dirais pour résumer en fait, dans le milieu de l'entraînement, on a parfois tendance un peu à griller les étapes, à aller un peu vite et puis à se soucier du du clinquant ou en fait, de ce qui est visible de l'iceberg, en tout cas ce qui marche, parce qu'il y a peut-être un côté aussi marketing, commercial, qui est important. Et alors que dans le milieu de l'EPS, peut-être que, bah, on a des bases, on a des fondations solides, mais voilà, on a parfois tendance un peu à se reposer là-dessus sans aller forcément se remettre, au goût du jour, à se remettre en question. Donc voilà, c'est un peu les 2 différences que je verrais, grossièrement entre les 2 milieux. Est-ce que tu pourrais détailler un peu ce que tu appelles les bases en EPS? Ouais. Beh, tout ce qui va être de la dimension des procédures, d'apprentissage et des processus aussi, donc tout ce qui va être procédure, que ce soit pour l'enseignant, donc là, je vais me placer en tant qu'enseignant-entraîneur, pour moi, c'est assez similaire, hein, mais aussi, pour l'apprenant, comment lui, il apprend, quels sont les mécanismes, qui font que, le sujet, l'athlète, l'élève, lui, va se transformer d'une situation A à une situation B. Toutes ces choses-là, heu, la posture de l'enseignant, comment moi je peux jouer sur le milieu, comment je peux jouer sur les pédagogies, comment, via de petites connaissances, hein, parce que bien évidemment, on n'est jamais plus expert que le psychologue ou que le théoricien, mais je pense qu'on a une connaissance assez générale et globale permettant d'avoir une vision d'ensemble de comment faire apprendre, comment optimiser l'apprentissage. Donc voilà, tout bêtement, des choses comme, alors ça paraît évident quand parfois on est enseignant, mais pour beaucoup d'entraîneurs aussi, mais pas pour tout le monde. Par exemple, le temps moteur, la répétition. En fait, finalement, les principes séculaires de l'entraînement, qui sont aussi de l'enseignement, beh, je suis pas sûr qu'ils soient connus de tous, et qui constituent le cœur de l'enseignement. En gros, donner suffisamment de temps à un enfant, à un adulte aussi pour qu'il puisse se transformer, heu, ça c'est une base. Donc quand en fait on voit parfois des séances d'entraînement où il y a X temps passé à parler, X temps moteur, statique, bah, pour moi ça fait
partie finalement de la base de l'apprentissage. C'est de répéter, d'apprendre. Et donc, voilà, ça va être déjà à minima ça, comment gérer un groupe, organiser le travail d'un groupe. Quand on a un groupe hétérogène, homogène, comment on arrive à optimiser l'apprentissage via même la disponibilité du matériel, l'aménagement du milieu. Toutes ces choses-là, pour moi, elles constituent la première réflexion, c'est-à-dire de fixer l'objectif global, les variables possibles en fonction de ce que vont proposer les élèves, de ce que vont proposer les athlètes, donc d'avoir toujours un coup d'avance, une anticipation, et de bien poser les critères sur lesquels je souhaite m'attarder pour savoir si ma situation était pertinente, si elle a bien amené mes athlètes là où je voulais les amener, ou si j'ai tapé à côté, ou si ça demande plus de temps, ou alors en fait ça a été peut-être plus vite et qu'on pourra passer à la suite. Donc ça, ce sont des choses qui voilà, constituent pour moi la base. Heureusement aussi, dans le milieu fédéral, on parle aussi ce même langage, et peut-être parfois de manière un peu plus superficielle, je dirais. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ça qui constitue la base, avant même de commencer à vraiment construire tout ce qui est technique d'entraînement, d'avoir toutes les différentes méthodes à la mode aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à ça. On va beaucoup vendre la dernière méthode. Est-ce que tu connais cette méthode-là? Est-ce que tu connais cette méthode-ci? Qui sont intéressantes, hein. Mais si pour moi, on ne s'est pas intéressé vraiment à la base, si on n'a pas compris que l'entraînement en fonction des différents âges de développement, en fait, parfois j'ai l'impression qu'on met un peu la charrue avant les bœufs. Et voilà. En tout cas, moi, l'EPS m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus, mais comme je le disais, ça a pris du temps avant que je me rende compte que c'était l'essentiel. Ouais, c'est super intéressant. Et parmi les points communs, est-ce que tu retrouves des points communs entre ces deux activités? Et question qui va un peu avec, est-ce que quand tu es en EPS, est-ce que tu considères que tu entraînes aussi les jeunes ou tu considères ça d'une manière différente? C'est différent, mais il y a quand même beaucoup de similitudes. On est quand même avec du contact humain. Voilà, on est dans de la relation humaine, que ce soit du jeune, que ce soit de l'adulte, du confirmé, du débutant. Les principes restent les mêmes. Il suffit après de les adapter au contexte, mais effectivement, il y a beaucoup de similitudes. Euh, Après, de ma posture, on va dire que l'EPS m'a permis quand même d'être plutôt, je dirais pas humble, mais parfois un peu moins exigeant, parfois un peu plus patient. Ça m'a permis aussi d'adapter aussi ma façon de communiquer, ma posture, parce que on n'a pas du tout le même public. C'est ça aussi qui va souvent être différent. C'est que dans le milieu de l'entraînement, si je fais le parallèle moi avec mes joueuses, elles sont là, c'est volontaire, elles ont un objectif bien défini, elles sont impliquées, motivées dans leur activité. Alors que dans le PS, parfois, c'est un peu plus subi. On est sur des âges qui sont un peu différents, où la compréhension, le sens derrière les apprentissages n'est pas le même. Donc voilà, il faut jouer parfois aussi sur les leviers motivationnels pour essayer d'attirer dans l'activité. Et ça, c'est, on va dire, très formateur pour l'entraîneur. C'est-à-dire pour moi en tant qu'entraîneur, c'est que parfois on est un peu plus humble quand on se dit bon ouais, là en gros je me suis vautré, mais peut-être que j'ai été un peu rapide, j'ai peut-être utilisé trop de raccourcis et finalement j'aurais peut-être dû m'attarder plus sur une base que j'aurais pas négligée en EPS. Donc il y a d'énormes similitudes parce qu'on traite avec l'humain, on est dans du relationnel, il y a de la psychologie, ça, toutes ces choses-là, elles sont communes aux deux. Mais les différences, je trouve, voilà, il y a une interaction permanente entre les deux. C'est évident. Et d'ailleurs, je dirais même que on utilise souvent le terme d'entraîneur, de préparateur physique. On a toute une terminologie. Ça, on peut en reparler si tu veux pour le préparateur physique, mais
Mais on n'est ni plus ni moins que des entraîneurs ou des enseignants. C'est juste qu'on est plutôt spécifique dans une dimension. Voilà, moi, je suis entraîneur de qualité physique pour le rugby. Voilà, je me considère plutôt comme ça parce que j'entraîne des athlètes, mais dans une sphère de l'activité particulière. Mais j'entraîne. C'est vrai, tu fais bien de le mentionner parce que c'est un préparateur physique, tout ça, c'est des termes assez génériques. Mais c'est vrai que finalement, en général, on est spécialisé dans un domaine. Ouais. Tu as parlé tout à l'heure des bases en EPS qui sont parfois négligées pour les préparateurs physiques ou les entraîneurs. Est-ce que tu verrais d'autres aspects de l'EPS qui sont un peu sous-estimés par les préparateurs ou les entraîneurs et qui pourraient leur être utiles lorsqu'ils entraînent? Bah, comme je te le disais tout à l'heure, il y a toute la pédagogie, donc la sphère un peu psychologique aussi. Alors, et encore une fois, hein, je me place pas en tant qu'expert, hein, mais d'avoir un minimum de connaissances. Si je réfère moi tout simplement, hein, comme toi, à nos cours de psycho qu'on a pu avoir, d'avoir effectivement toute cette base sur le comment faire apprendre. Donc, bon, c'est un peu une redite par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est ce qui me paraît quand même être l'essentiel. Beaucoup de choses sont dites aujourd'hui dans le milieu de l'entraînement, comme quoi on verrait un peu l'athlète comme un robot physiologique ou biomécanique et qu'on résume beaucoup de nos interventions par rapport à ça. Mais c'est quand même oublier qu'on a affaire effectivement à de l'humain. Et donc, bah, l'humain, c'est du relationnel, c'est des émotions, c'est des échanges, des interactions permanentes. Donc, tout ce système de comprendre l'acte d'enseigner et l'acte d'apprendre, pour moi, c'est essentiellement là la base. Je dirais autre chose, tu vois, ça me vient là en discutant parce qu'une fois, j'avais commencé à écrire, après, j'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que c'était assez long. Mais c'est même sur l'histoire de l'EPS. Ça, tu vois, ça, c'était un truc. En cours, c'était lourdingue, hein. J'avais du mal à comprendre pourquoi on traitait de l'histoire d'il y a 100 ans, pourquoi on essayait de remettre les méthodes à l'époque. Et bien finalement, quand j'ai commencé à voir qu'aujourd'hui on ressortait enfin, à la mode certaines choses qui, moi, me paraissaient mais complètement désuètes quand j'étais sur mes cours d'histoire de l'EPS, tu vois, les méthodes hébertisme, tu vois, c'était Georges Hébert, c'était les méthodes naturelles, c'était aller courir, se grimper aux arbres, machin, des trucs qui, quand tu étais en cours, on me disait, ouais, ils faisaient ça à l'époque, tu disais, non, mais ils étaient fous. Et aujourd'hui, en fait, c'est des choses qui reviennent à la mode, où en fait, on se rapproche de la nature, on retombe sur des méthodes très naturelles d'apprendre sans, sans matériel voilà, sophistiqué. Ça revient un peu à la mode. Je me dis, mais en fait, c'est bien aussi d'avoir le recul de ce qui s'est fait avant. Et ça permet aussi d'être très humble en se disant que finalement, on n'inventera pas grand-chose. Et encore une fois, peut-être que le temps me fera mentir, mais de savoir ce qui a été fait il y a quelques années, des décennies, voire parfois des siècles auparavant, ça permet quand même effectivement d'être humble parce que, aujourd'hui quand on ressort, parce qu'avant il n'y avait pas ces moyens de communication. Donc en fait, quand on dit que ça c'est la nouvelle méthode, que ça c'est quelque chose de novateur, d'innovant, machin, et on se dit: «Mais non, mais c'est juste qu'il y a 100 ans, il fallait juste aller se taper un livre que maintenant tu trouves plus», mais qu'en fait ça a déjà été dit, par les Verkhoshansky, par tout cela, mais sauf qu'on n'avait pas les mêmes méthodes de communication qu'aujourd'hui. Donc, je trouve que voilà, ça permet aussi de remettre l'église un peu au milieu du village sur notre place et euh, voilà, notre façon maintenant de présenter la préparation physique. Donc ça aussi, c'est un élément qui est intéressant et qu'on a en EPS, c'est de regarder ce qui a été fait avant et d'être un peu plus tolérant par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était bien clair, mais Si, voilà. si, si, mais c'est intéressant. J'aimerais parler un peu de la pédagogie, pardon, on en a Ouais, parlé brièvement tout à l'heure.
Est-ce que déjà tu pourrais nous dire, toi, comment tu vois la pédagogie, comment tu la vois? Est-ce que c'est uniquement pour les enfants? Parce que souvent c'est associé, faut être pédagogue avec les enfants. Mais est-ce que, par exemple, avec tes joueuses de rugby qui sont probablement plus âgées, est-ce que la pédagogie, on s'en fout ou voilà, Non. comment tu vois la pédagogie? Alors, non, au contraire, parfois même il en faut davantage, ou en tout cas, et parfois même ouais, différent. Parce que mine de rien, quand tu es en EPS, tu as aussi le cadre institutionnel. Tu es à l'école, donc tu fais parce que c'est comme ça. Et donc les élèves assez scolaires s'y plient. Pédagogie, pas pédagogie, au bout d'un moment, si on dit il faut faire, certains le font. Donc, on peut, alors, même si c'est pas ce qui est fait dans la plupart des cas, mais on peut parfois s'affranchir un peu de cette pédagogie. Parfois, dans le rugby, il faut être plutôt bon là-dessus, sinon on prend un retour de bâton assez rapide parce qu'on n'a pas été bon, parce qu'on a mal cadré, et donc la sanction peut vite arriver derrière, qu'elle soit par les joueuses, par les résultats. Donc la pédagogie, avec mes mots, c'est vraiment la posture de l'enseignant sur comment il va réussir à amener son athlète, son élève, euh, à pratiquer, et surtout comment on va réussir à faire pratiquer de manière optimale tout le monde. Donc là, si je prends un groupe classe ou un groupe de joueuses, il faut arriver à utiliser des leviers motivationnels pour en fait amener la joueuse ou l'élève à pratiquer, qu'il s'investisse pour justement maximiser les résultats dans un but souhaité. Donc la transformation que l'entraîneur aura ciblée au préalable. Donc après, ben, des pédagogies, il en existe plein. À mon sens, les pédagogies, il ne faut pas les opposer. Il n'y a pas une, c'est souvent ce qu'on a un peu tendance à faire, c'est à dire les pédagogies modernes ou les pédagogies anciennes sont pas bonnes, vaut mieux utiliser telle pédagogie. Mais comme toute méthode, ça dépendra du contexte et il n'y a pas d'opposition à mettre dans les pédagogies, il y a juste des situations qui, peut-être, invitent à utiliser telle ou telle pédagogie. Voilà. Donc, c'est comme ça que je le vois. Ce sont des outils permettant d'optimiser notre intervention par rapport au contexte, par rapport à l'élève, à l'athlète que j'ai en face. Comment on devient pédagogue? Est-ce qu'il y a des fondamentaux à respecter pour justement transmettre un peu ce message et faire en sorte que les élèves ou que les sportifs accomplissent ce que nous, on a envie de leur faire faire? Ouais, bah déjà, il faut se tromper. Déjà, il faut se tromper quelques fois, il faut entraîner. Voilà, euh, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de parallèles qui peuvent être faits dans beaucoup de choses. Mais moi, quand je parle de l'acte d'entraîner, d'enseigner, bah, je peux faire un parallèle avec le fait d'être athlète, hein. C'est exactement pareil. Il faut de l'expérience, il faut avoir vécu des situations, il faut avoir eu des athlètes avec des niveaux, des comportements, des aspirations, des motivations différentes pour se rendre compte que, bah, en fonction de certaines situations, on sera plus à même à utiliser telle pédagogie plutôt qu'une autre, parce que dans cette situation, enfin, je me rappelle que ça avait mieux fonctionné que d'autres. Par contre, euh, c'est comme tout, il faut avoir un minimum de répertoire, il faut avoir une bibliothèque, il faut avoir quand même une certaine fondation de connaissances que, que, je pourrais appeler une boîte à outils. Une fois qu'on a cette boîte à outils, bah, on va pouvoir tester, on va pouvoir expérimenter et de se dire, bah, voilà, moi, je sais que il existe telle et telle pédagogie, voilà, je vais essayer. Peut-être que je vais me tromper, peut-être que ça va fonctionner. Et donc, par un renforcement positif ou négatif, bah, je vais plutôt la réutiliser parce que ça a fonctionné. Et voilà. Donc, je pense que c'est voilà, un peu comme l'athlète quand il apprend, il faut avoir un minimum de connaissances à la base et ensuite se mettre face et se mettre en situation. Et c'est pour ça que c'est bien de garder du présentiel. Aujourd'hui, on fait beaucoup de distanciel, il y a beaucoup de préparateurs physiques. Encore une fois, c'est pas une critique, hein, ce sont des contextes différents, mais j'aime à garder le présentiel, j'aime à garder cette confrontation avec l'athlète parce que c'est toujours formateur, parce qu'on apprend toujours, parce que on va se rendre compte que ça a bien fonctionné, que ça n'a pas fonctionné. Et donc, moi, dans mes schémas, bah, je commence à avoir un peu espèce d'arbre décisionnel dans ma tête où je me dis, bah, là, ça peut bien fonctionner, là, ça fonctionne un peu moins, avec tel profil, ça marche bien.
Voilà, c'est un peu ça pour moi, la pédagogie, ça vient quand même avec les années. Tu as parlé des différentes, formes de pédagogie. Quelles sont-elles? C'est-à-dire qu'il y a différentes, on peut être pédagogue de différentes manières en fonction de sa personnalité ou c'est autre chose? Alors non, la pédagogie, ça reste une science quand même, ça reste de la théorie. Donc en fait, il y a des théoriciens qui ont posé qui ont posé des noms avec des fonctionnements, des méthodes issues de courants de pensée. Donc c'est-à-dire qu'à la base, on peut avoir différents courants de pensée qui ont traversé la construction un peu de la pédagogie. Donc on va avoir ceux qui sont plutôt cognitivistes, on va avoir ceux qui sont plutôt écologiques. Donc c'est des courants de pensée où en fait des gens à un certain moment ont eu quelques conflits sur la façon dont il fallait enseigner, dont il fallait faire apprendre. Sont nées après des théories, et de ces théories, on a eu des méthodes, donc des méthodes pour appliquer un peu les bases qui ont été, des postulats qui ont été posés. Après, c'est différent entre la posture après de l'enseignant. C'est-à-dire qu'on peut avoir des méthodes pour faire apprendre, mais pour moi, c'est différent de comment moi je vais être vis-à-vis de mes athlètes, quelle posture je vais avoir, quelle façon de communication, voilà, peut-être plutôt ferme, plutôt souple, tolérant, proche, pas proche de mes athlètes. Voilà, ça c'est différent. C'est différent. C'est pour moi deux aspects différents. On va justement en parler, juste après là des méthodes, d'apprentissage. Ouais, Mais j'ai une première question. Quand qu'ils soient en préparation physique ou en EPS d'ailleurs, avant de demander, une certaine intensité ou un certain volume sur un mouvement, il faut bien que l'athlète maîtrise ce mouvement avant de le faire avec, de la vitesse ou peu importe la consigne. Comment on fait pour faire apprendre? Je sais qu'il y a différentes manières, mais comment tu sais si à cet athlète, il lui faut par exemple une démonstration visuelle, un autre, il faut peut-être plus du verbal. Comment tu arrives à savoir quelle méthode utiliser pour faire apprendre tel mouvement à tel sportif? ouais, bah, ça c'est vraiment en fait la base de l'apprentissage, et c'est ce que je te disais. Maintenant avec les années, j'arrive un peu à me dire, bah, quand le joueur, la joueuse est débutante, si elle a un faible répertoire, on va dire moteur, et ben je vais peut-être passer plus par le tel biais. Donc on va être sur quelque chose de très traditionnel, ça va être de la démonstration, le fait de faire verbaliser, ça peut être un peu kinesthésique aussi, de faire ressentir les choses, mais on va dire que je vais partir sur un espèce de tronc commun, donc quelque chose d'assez commun à tout le monde. Si on va faire concrètement, j'ai un groupe de 10 joueuses, plutôt débutantes. Au début, bah, je vais donner un peu de sens. Alors je ne vais pas les inonder d'informations, parce qu'on sait qu'au début, le débutant, je crois que c'était Pierre Villepreux qui parlait de brouillard informationnel. J'adore cette expression. C'est quand on donne trop d'informations, au bout d'un moment, bah, l'athlète il est un peu perdu parce que lui, il ne sait pas prioriser l'information. Il ne sait pas prioriser la connaissance utile qui va lui permettre de franchir un cap. Donc, il faut être quand même assez concis dans les explications, quitte parfois un peu à laisser passer des choses importantes, mais en se disant j'y reviendrai après. Donc là, sur des débutants, bah, c'est aller à l'essentiel. Pourquoi on fait ça? Donc déjà, donner un peu de sens. Pourquoi on va aller là? Et ensuite, aller donner les informations importantes et pertinentes. Voilà, le global, faire tester, faire ressentir. Donc là, j'ai du visuel, j'ai du ressenti, donc de la proprioception pour commencer un peu à engrammer un peu le truc. De la verbalisation, faire parler aussi pour dire ouais, là ça a été dur, là j'ai pas compris, euh, là je bloque un peu ici. Et donc en fait, j'essaie moi d'activer un peu toutes les prises d'informations, qu'elles soient visuelles, kinesthésiques, voilà, toucher. J'essaie un peu de, euh, de, de capter mon athlète en utilisant tous les recueils d'informations qu'il peut utiliser. Une fois que j'ai fait ça, moi je commence un peu à voir. Donc en EPS, on parle d'évaluation diagnostique. Voilà, je pose un diagnostic sur qui sont mes élèves, qui sont mes athlètes, quels sont euh, les obstacles qu'ils rencontrent, quelles sont les ressources dont ils disposent. Donc là, ça me permet d'avoir une photo d'ensemble.
Et ensuite, je vais ce qu'on peut appeler une pédagogie différenciée. Là, je vais commencer alors, si je peux, créer un peu des sous-groupes en fonction des lacunes rencontrées ou en tout cas, si j'ai des niveaux différents, ça va me permettre un peu de séparer mes groupes et me dire: «Là, j'ai plutôt des avancés, là, j'ai plutôt des débutants» et donc à partir de là, je vais commencer un peu à donner des contenus un peu plus individualisés en fonction de ce que j'aurais perçu. Et donc en fait, au fur et à mesure, moi, je vais avancer comme ça d'un global et puis commencer à progressivement, individualiser. Alors bien évidemment, on ne peut jamais individualiser à fond, surtout si on a des gros groupes, surtout si on a des débutants, d'autant plus que, bah, on peut rencontrer des obstacles souvent un peu transversaux en fonction des profils. Donc voilà comment je pourrais en fait, démarrer, si on prend un exemple concret. Et justement, en parlant d'exemples concrets, quand tu as du coup un sportif, bon, il est plus forcément débutant, puis il est peut-être en niveau, intermédiaire maintenant. Est-ce que tu pourrais, donner un exemple concret de méthode, d'apprentissage, que tu pourrais mettre en place en fonction, d'un sportif, X? Tu peux prendre un exemple, un exemple de terrain si tu veux, Ouais. mais pour vraiment comprendre comment on peut s'y prendre. Alors, tu vois là sur les pédagogies, on va dire moderne, ce qui est vachement mis en avant, c'est, le fait de rendre acteur l'athlète, l'élève, qu'il soit vraiment acteur de ses apprentissages, qu'il soit au cœur de l'apprentissage. Alors derrière ça sous-entend que l'athlète, met du sens, sur ce qu'il fait et ça c'est très pertinent. C'est-à-dire que plutôt que de dire: «Tu vas faire ci, tu vas faire ça, c'est comme ça, dépêche-toi», je caricature. Là, on va expliquer aussi le pourquoi. C'est-à-dire qu'on va dire, on va faire ça parce que dans telle situation, tu peux être amené à faire ça. Donc, voilà, essaye de te dire que si on travaille ça aujourd'hui, même si parfois ça te paraît un peu décontextualisé, un peu décorrélé, derrière le sens, que tu y mets, ça sera pour arriver à tel objectif. En fait, on séquence un peu l'apprentissage, mais on dit pourquoi on l'a séquencé. Lui, ça lui permet d'avoir une vision un peu plus long terme, de se dire: «Moi, je suis là, mais je vise là-bas». Donc déjà, dans sa tête, il y a un cheminement, il comprend mieux, donc il s'investit mieux. Donc un athlète qui s'investit mieux, c'est un athlète qui apprend mieux. Voilà, déjà, c'est un peu les fondements de cette pédagogie, où l'athlète est acteur. Eh bien, si on veut pousser encore un peu, on peut utiliser des situations à résolution de problème. C'est-à-dire qu'on pose un problème, on ne donne pas les solutions, on le laisse travailler, on le laisse construire, cheminer pour trouver la solution et ensuite, par cette construction, autonome de la réponse, il serait, en tout cas prouvé que l'athlète apprend mieux parce qu'il s'est auto, construit son apprentissage, plutôt que d'être sur une pédagogie plus traditionnelle où on est sur un émetteur et un récepteur. L'émetteur dit, et ça c'est ce qu'on appelle, de la méthode magistrale. C'est on est en vis-à-vis, dans un amphithéâtre, dans une classe, on dit: «Vous ingurgitez le contenu» et voilà, on prend de la connaissance. Là, on est vraiment sur je te pose un problème. Donc là, si on reprend du concret pour revenir à la question, on est sur un 2 contre 1 en rugby. Voilà, je vous place en 2 contre 1. On est sur des débutants, tu as un défenseur, tu as un terrain. Donc là, bien cadrer aussi le milieu matériel, bien donner les consignes, bien clarifier tout ça, que l'athlète puisse vraiment se concentrer sur ce qu'on souhaite travailler. Et donc on dit: «Voilà, tu as le ballon, vous êtes 2 en attaque, un en défense, tu dois marquer là-bas, tu as X passages, heu, c'est parti». Et donc là, il va travailler, il va essayer. Là, on donne quand même un feedback en disant échec ou, ou réussite, pour que lui aussi ait un retour immédiat sur est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait. Et dans un second temps, en fonction de ce qui sera réalisé, on marque un arrêt et c'est là où on va commencer un peu le travail de réflexion en disant: «Bon voilà, selon vous, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour réussir ce 2 contre 1?» Donc là, on fait verbaliser, OK, donc là, on a besoin de prendre de l'espace, on a besoin de mettre de la vitesse, on a 2 options, quand j'ai le ballon, je donne, je fixe, ou j'avance. Voilà, OK, maintenant, on retente et en fait, on va cheminer comme ça, en fait, on ouvre des portes. On va commencer à construire avec lui toute une cascade de décisions et à chaque fois, on fait un retour terrain et verbalisation, terrain, verbalisation. De manière à ce que lui, il engramme, il construise ce schéma, moteur, ce schéma corporel avec d'un coup, j'ai réussi, donc on renforce, c'est-à-dire qu'on a fait la bonne chose, donc il faut le garder.
ou alors non feedback. Là, c'est pas forcément l'attendu. En tout cas, c'est pas une réalisation que moi je juge, parce que c'est toujours un peu subjectif aussi le feedback. Hein, mais en tout cas, moi, c'est pas une réalisation que je juge pertinente pour atteindre l'objectif. Donc, il faudrait plutôt faire comme ça. On essaye. Et voilà. Et en fait, on va construire comme ça. Donc, là, quand on commence à avoir des groupes avancés, on peut utiliser ce genre de méthodologie qui, par contre, demande plus de temps. Parce que toute cette phase de recherche, d'expérimentation, prend du temps. Donc, c'est toujours pareil. Est-ce que dans mon contexte, j'ai le temps de faire réfléchir les athlètes? Est-ce que j'ai le temps de leur permettre d'échouer, de réussir, d'échouer, de réessayer ou pas? Donc, encore une fois, ça me permet de tout de suite revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Il n'y aura pas de meilleure pédagogie. C'est juste qu'il y a une pédagogie qui va être adaptée à un contexte. Donc, le contexte, est-ce que j'ai le temps? Est-ce que mes athlètes commencent à rencontrer des obstacles que je ne peux euh, euh, relever parce que bah, ma pédagogie ne fonctionne plus? Voilà, donc cette pédagogie où on est dans faut faire comme ça, on répète, on répète, on répète, mais voilà, vous faites exactement ce que je vous ai dit. Donc là, on est plutôt sur, par exemple, quelque chose de ce qu'on appelle l'apprentissage vicariant par imitation. Donc là, c'est vraiment, je reproduis un schéma moteur que l'on juge efficace. Donc là, tu reproduis, avec moins de sens, bien que le vicariant met du sens par rapport à juste du simple mimétisme, où là, il n'y a pas de sens dans le mimétisme. Mais voilà, en gros, c'est un peu comme ça qu'on procède. Mais ça pourrait être transversal à toutes les matières qu'on aurait dans la scolarité. Ouais, mais c'est super intéressant parce que du coup, c'est des choses qu'on fait, je pense que tu fais en EPS, mais qu'on peut aussi faire dans le cadre de l'entraînement, dans les limites aussi du temps disponible. Et c'est bien Et que tu que l'aies beaucoup font. mentionné. Et que beaucoup font parce que, mais alors, en fait, c'est ça, c'est que dans le milieu de l'entraînement, souvent c'est fait, mais par contre, on n'a peut-être pas la terminologie, on n'a peut-être pas les mots pour dire que l'on fait ça. Voilà, c'est souvent fait, mais de manière très naturelle, parce qu'avec l'expérience des entraîneurs, voilà, ils, ils expérimentent aussi des méthodes comme un athlète et ils voient ce qui fonctionne un peu moins et ils se construisent comme ça. Mais c'est pour ça qu'on a eu beaucoup d'entraîneurs aussi à l'époque issus du milieu de l'EPS et on avait cette vraie passerelle à l'époque entre le haut niveau et l'EPS. Hein. Donc il y a eu et il y aura, je l'espère, toujours de toute façon des, des connexions entre les deux milieux. Là, on était pas mal sur tout ce qui était d'ordre relationnel avec le verbal, etc. Est-ce que tu pourrais mettre en avant, alors dans un premier temps de manière générale et après pourquoi pas donner un exemple concret de situation, mais est-ce qu'il y a des outils, mais cette fois-ci d'ordre un peu plus, comment dire, physique, des outils physiques que tu peux utiliser pour faire apprendre? Alors quand Je tu pense, dis fille, vas-y, dis-moi. ouais, je pense notamment dans l'aménagement, par exemple, du matériel, l'aménagement de l'environnement, pardon. J'aménage l'environnement, donc je crée des adaptations. Ouais, ça c'est pareil, hein, ça, enfin, que ce soit dans l'EPS ou dans le milieu de l'entraînement, on l'a partout. Mais c'est ça, là, tu vois, ça serait plus issu des courants de pensée plutôt écologiques. C'est en gros, le milieu influe sur notre apprentissage. C'est-à-dire que alors, et encore une fois, j'utilise mes mots beaucoup pour me reprendre sur peut-être la précision de mes termes, mais en gros, c'est le milieu qui t'inspire l'apprentissage. Je te donne un exemple. Si je te pose un marteau sur une table, de manière très naturelle, tu vas avoir tendance à prendre le marteau par le manche. Si demain, je te fais marcher, que tu as un obstacle à peu près à une hauteur de genou, il ne viendrait pas trop à l'idée de passer par en dessous. Tu vas l'enjamber. Donc, en fait, le milieu va inciter l'action. Et donc, partant de ça, on peut construire effectivement des situations où l'aménagement du milieu va susciter la production d'une forme corporelle, d'un schéma moteur, et donc de parfois jouer sur cet aménagement du milieu, l'environnement, on va pouvoir générer des apprentissages.
Si on prend l'athlé ou si on prend la préparation physique, le travail de haie pour aller chercher justement tout un travail de gamme athlétique. Donc, je prends de la gym, parfois de mettre ce qu'on appelle une rivière, tout simplement. Par rapport à un saut, on va mettre un espace de, je sais pas moi, 50 centimètres, où on dit bah, tu dois faire une roulade, mais tu ne dois pas mettre ni les mains ni les pieds dans cette rivière. Voilà, en plus, on est sur quelque chose de très concret qui parle aux élèves. Bah, voilà, l'objectif, ça va être derrière, moi, quand j'aménage un milieu, c'est de pousser sur les jambes, d'aller mettre les mains derrière la rivière. Et donc là, on est sur l'apprentissage d'une roulade avec élévation, donc une roulade plombée. Et donc, en fait, là, progressivement, je vais ajouter à cette rivière un obstacle de hauteur. Donc là, en plus de pousser de manière horizontale, je vais y mettre un vecteur vertical. Et donc là, on commence à travailler sur la propulsion et verticale et horizontale. Donc, d'un simple aménagement sans forcément passer par une explication ou toute une théorie à l'élève, parce que parfois ça ne lui parle pas, parce que parfois euh, il n'a pas construit non plus la compréhension de notre terminologie. Donc là, on va passer par des choses très ludiques, très plaisir et qui très rapidement vont parler à l'élève. Et donc l'aménagement du milieu va susciter l'apprentissage. Donc encore une fois, c'est une forme de pédagogie parce que je vais, en fonction de mon groupe, et trouver un peu des leviers pour le faire apprendre, mais que j'aurais peut-être pas utilisé avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, l'aménagement du milieu, ça va être ça, c'est jouer sur les largeurs de terrain, jouer sur les zones à ne pas franchir. Je prends, je sais pas, moi, tous les sports de raquettes, on va mettre des zones interdites. Voilà, la balle ou le volant, en tout cas l'engin, ne doit pas tomber dans cette zone-là. Bah, si on veut générer, par exemple, un jeu long au fond de cours, je sais pas, sur du bad, par exemple, eh ben, on va interdire que le volant aille sur la zone avant, pour les forcer à jouer loin. Donc là, derrière, moi, qu'est-ce que je veux? Si je veux qu'il aille jouer loin, ben, je veux qu'il construise, par exemple, un dégagé, une technique où il va avoir une forme corporelle pour aller taper fort dans la balle, dans le volant, pour emmener son volant au fond du cours. Et donc derrière ça, une fois qu'il a construit ça, je vais pouvoir travailler sur l'amorti. Et donc on travaillera cette fois-ci sur le jeu court et le jeu long. Voilà, et donc là, tout est issu à la base d'un simple jeu. Si vous mettez votre volant dans la zone avant, vous avez -1 sur votre score. Voilà, tout simplement. Donc là, on joue sur les points, on joue sur les règles, on joue sur l'aménagement du milieu pour derrière construire une technique, construire une compréhension du jeu et donc voilà, lire les trajectoires de son adversaire. Donc voilà. Du coup, là, tu as mis en avant plusieurs manières d'apprendre, plusieurs manières d'apprendre. Est-ce qu'il faut en utiliser une à la fois ou alors on pourrait en combiner deux, trois? Est-ce que c'est trop d'en combiner plusieurs? Comment tu t'y prends dans ce cas-là? Non, la combinaison est largement, enfin, et je pense que tout le monde le fait. Si vraiment on commence à percevoir là, toutes les pédagogies, tout ça, toutes ces méthodes de manière très analytique, donc vraiment chaque méthode, il est rare réellement qu'on n'en utilise qu'une. C'est souvent très combiné. Je te donne un exemple. Bah, on l'a fait tout à l'heure. Quand je te disais l'apprentissage d'un squat avec un groupe, certains, bah, on va faire une démonstration, d'autres vont beaucoup répéter, certains vont chercher peut-être à plus comprendre pourquoi, d'autres vont être simplement dans l'imitation, certains vont aimer entendre les consignes, les contenus, d'autres vont aimer les revoir, les revoir, les revoir. Donc ça, déjà, on est dans de la combinaison de pédagogie. Parce que même par-dessus ça, sur un squat, je vais peut-être, sur un mouvement plutôt technique, on va peut-être aménager aussi le milieu. C'est-à-dire on va peut-être lui mettre un mur face à lui pour justement le forcer à travailler peut-être sur une forme de verticalité, ou du moins qu'il comprenne peut-être la posture un peu du buste sur un squat. Voilà, en tout cas, on va combiner tout ça. Là où parfois il faut être vigilant, c'est sur la capacité à ne pas saturer d'informations. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fonction de l'athlète qu'on va avoir en face. Si on vient mettre beaucoup d'informations, beaucoup de méthodes, beaucoup d'outils, euh, on risque à perdre un peu la base de ce qu'on voulait. Et parfois, la simplicité reste le bon outil. Voilà, mais je crois qu'on fait tous un peu ces erreurs-là au début, où en fait, on a des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques, et on essaye de tout mettre un peu en même temps. Alors voilà, on va avoir un nouvel outil technologique, on va avoir, je sais pas moi,
de la VBT qu'on va combiner avec un autre outil, et puis on va lui dire: «Mais oui, mais en plus, je vais mettre un élastique par là». Enfin, et au bout d'un moment, en fait, on se perd. C'est-à-dire que parce qu'on a envie de tellement se dire: «Mais il y a tellement de choses qui fonctionnent en même temps, bah, je vais essayer de tout mettre». Comme dans nos séances, enfin, le nombre de fois où ça nous est arrivé, moi en tout cas, de vouloir mettre plein de méthodes en même temps dans ma séance parce que je savais que ça, c'était bien pour l'hypertrophie, ça, c'était bien pour la puissance, et à la fin, ça fait une espèce de bouillie qui finalement n'a pas généré grand-chose, si ce n'est se faire plaisir parce qu'on a utilisé toutes les dernières choses que l'on a apprises. Donc, mais ça vient avec le temps, ça vient avec le temps où en fait on va réussir à aller chercher ce qui va être vraiment le plus pertinent sans en mettre trop, sans trop de fioritures. Mais bien évidemment que c'est très rare qu'on n'utilise qu'une seule méthode, qu'une seule pédagogie. Souvent, on les mixe, on les combine, on fait des allers-retours, et ouais, c'est souvent ça. Tu parles un peu du brouillard informationnel, comme quoi faut pas énoncer trop de consignes. Il me semble qu'il faut rester du l'ordre de deux trois informations pour pas perdre justement l'élève. C'est juste ou on peut aller un peu plus loin ou... Moi, Non, j'ai là, retenu ça, deux trois. ouais, en fait, il y a des choses. Alors, tu vois, je parlais l'autre jour avec un ami, notamment de ce qui pourrait être un peu des biais sur certaines, sur toute cette dimension psychologique. Il y a beaucoup de, enfin beaucoup. Il existe des mythes, par exemple. Alors, pareil, ça, j'ai pas creusé, mais tout ce qui est le système de certains sont plus visuels, auditifs, plus manuels, kinesthésiques, et donc en fonction des pourcentages de chacun, il faut jouer. Ça, il semblerait que ce soit un mythe neuro, donc c'est-à-dire qu'il y a pas de réel fondement. Tout le monde est à peu près sur les différents canaux, c'est juste qu'il faut savoir jouer sur ces canaux et les combiner, mais que de dire que quelqu'un est beaucoup plus auditif que visuel, apparemment, ce ne serait pas quelque chose de vraiment fondé. Euh, donc je me suis perdu sur la question, c'était sur... L'ordre des deux trois voilà. informations, deux trois Donc consignes max. voilà. C'est là où je voulais en venir, c'est que ça, encore une fois, ça va être très dépendant. J'aurais tendance à dire oui sur des jeunes, sur un public assez jeune et un public assez débutant, où c'est vrai que dès qu'on va mettre beaucoup d'informations, on risque effectivement à perdre, et c'est ce que je te disais, à perdre la priorisation par l'athlète de l'information importante. Mais enfin, comme nous, hein, dès lors qu'on va nous donner de faire 3-4 3-4 consignes et de faire attention à ces 4 consignes en même temps et qu'on n'a pas la priorisation, le truc le plus important par rapport à l'autre, ben, on peut vite se perdre. Ça devient très compliqué parce que derrière, on va être focalisé sur une chose, et donc très difficile de se focaliser sur deux, trois choses en même temps. Mais c'est de là que naît l'expertise. C'est qu'on va commencer à automatiser certains schémas, certaines prises d'informations pour justement se délaisser de cette prise d'info pour aller se canaliser sur une autre prise d'information. Et donc, il semblerait que l'expert soit celui qui arrive à percevoir l'information, on va dire, la plus pertinente à un instant donné, mais parce qu'il aura réussi à en traiter plein d'un coup et qu'il sera dit: «C'est celle-ci qui est la plus pertinente, les autres, j'arrive à les gérer, je fais des allers-retours dessus, mais c'est celle-ci que je dois en priorité sur laquelle je dois me focaliser». Donc ouais, je crois qu'au début, il ne faut pas être trop gourmand. Il faut juste, donner quelques consignes, se dire que c'est les consignes que j'ai travaillées, donc c'est celles que je vais évaluer. En tout cas, c'est sur ces consignes-là que je vais me concentrer. Une fois que ce sera acquis, validé ou en cours de validation, je vais pouvoir commencer à distiller de nouveaux contenus, de nouvelles consignes pour progressivement, en fait, y ajouter, mais pas donner d'un coup trop, sinon il n'arrivera jamais à se dépatouiller du truc. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué sur tout ça, tous les processus d'apprentissage, tout ce qui tourne autour de la pédagogie, etc. Non, non, enfin, voilà, aujourd'hui, et effectivement, ça pourrait être la bonne conclusion, c'est que aujourd'hui, on est très focalisé par les réseaux, et en fait, moi, c'était né un peu de ça à la base, c'est que
À un moment donné, j'étais un peu noyé sous les informations. C'est-à-dire que quand tu regardes les réseaux aujourd'hui, on a beaucoup de contenu, on a beaucoup de choses qui sont mises en avant, où beaucoup sont experts aussi d'un domaine et en fait, moi, en tant qu'entraîneur, j'étais à me dire: «Mais en fait, je connais rien, c'est compliqué, lui, il est expert dans la nutrition, lui, il est expert dans les datas, lui, il est expert dans la muscu» et tu te dis: «Mais en fait, je suis nul, j'y arriverai pas, c'est pas possible». Et en fait, il y a une forme de culpabilité qui était née de ça, en se disant: «Mais, est-ce qu'un jour j'arriverai à avoir la connaissance, à avoir l'expertise de toutes ces personnes-là?» Et donc ouais, on se remet quand même en question et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à me poser la question, mais finalement, c'est quoi un bon entraîneur? Et c'était un peu la clé. Est-ce que ces personnes sont des bons entraîneurs? Mais, est-ce qu'ils sont des bons entraîneurs dans tous les contextes? Est-ce que, le bon entraîneur, c'est celui qui est expert dans un domaine ou pas? Est-ce que c'est celui qui en connaît un peu, mais partout? Et donc en fait, j'ai commencé à cheminer là-dessus en me disant: «Mais finalement, c'est peut-être d'en savoir un peu partout, d'avoir un minimum de connaissances un peu partout, d'avoir de l'expérience dans un peu tous les domaines. Alors rien n'empêche après de devenir expert, hein. Mais en tout cas, d'être capable de s'adapter à beaucoup de choses et d'avoir des connaissances sur un peu tout pour justement pouvoir avoir un minimum d'outils pour pouvoir faire face au contexte, à la situation rencontrée. Et donc à partir de là, bah, je me suis interrogé sur quelles étaient un peu toutes les branches que devait maîtriser l'entraîneur. Pour me dire, mais ça a été un peu pas une introspection, ça a fait un peu gros, mais de se dire, mais quel entraîneur je suis, qu'est-ce que je maîtrise, qu'est-ce que je ne maîtrise pas, est-ce que ça fait de moi un bon, un mauvais entraîneur dans telle ou telle situation. Donc là, je me suis dit, mais le bon entraîneur, effectivement, il doit avoir des connaissances. L'entraîneur, il doit maîtriser des contenus théoriques, il doit en avoir. Il doit maîtriser les méthodes en musculation, il doit maîtriser les techniques. Euh, mais est-ce que quand on te vend les dernières méthodes, quand on te vend les dernières datas, quand on te vend les derniers outils technologiques innovants, est-ce que c'est ça réellement qui fait de toi un bon entraîneur? Et là, je me suis dit, mais ça, c'est intéressant, mais ça fait écho aux pédagogies. C'est-à-dire qu'il y en a tout un tas, mais est-ce que tu sais réellement quand les utiliser et à quel moment? Est-ce que tu es en mesure de te dire: «Ouais, mais là, à ce moment-là, j'aimerais bien l'utiliser parce que ça fait bien, parce que sur les réseaux, c'est vendeur, parce que ça permet de légitimer un peu la posture du préparateur physique parce qu'il utilise des GPS, parce qu'il utilise de la VBT» et donc de se dire: «Ouais, moi, je suis un prépa à la mode, je suis un prépa qui va faire, progresser ses athlètes» et là, je me suis dit: «Mais non, non, je pense pas, en fait». Je pense que le bon entraîneur, c'est celui qui sait échanger, qui sait être à l'écoute de ses athlètes, qui sait comprendre ses athlètes, qui sait aussi utiliser différentes pédagogies pour essayer de transformer, les athlètes qu'il a et voilà, là, l'EPS m'a beaucoup appris parce qu'on a des groupes très hétérogènes, comme des gens en club, comme des gens qui n'ont pas envie, des personnes en surpoids, des personnes qui n'ont pas envie de pratiquer. Donc là, il faut avoir dans sa boîte à outils tout un tas de méthodes et de dispositifs pour répondre à ça. Mais par contre, et c'était un peu là où je disais que l'EPS va progresser, il faut quand même être au courant qu'il y a des méthodes et des choses plus avancées. Parce qu'à un moment donné, bah, on sera peut-être, on sera dans la nécessité d'utiliser ça. Et donc de le savoir, de pouvoir à un moment donné se dire, bah, ça, cette méthode-là, j'en ai besoin, euh, c'est important de le savoir. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, enfin, il ne faut pas culpabiliser non plus devant tout ce qu'il y a sur les réseaux. Mais je pense qu'il faut aussi parfois se recentrer un peu sur la base. Et c'est pour ça que tout à l'heure, en préambule, j'avais parlé de Stéphane Morin, parce que je trouve que son travail est de remettre en avant les, euh, les fondements de l'entraînement, ce qui n'est pas très vendeur en soi, hein. Quand on parle de principes séculaires de l'entraînement, c'est pas très innovant. Ce sont des choses qui existent depuis des années mais pour moi qui constitue la base. Donc voilà, c'est un peu là où moi j'en suis, c'est que j'ai dû faire un peu ce travail sur moi-même en me disant qu'est-ce qu'était le bon entraîneur, qu'est-ce que j'aimerais devenir comme entraîneur, comme enseignant,
Et donc voilà, je me suis rapproché, moi, de ce qui m'avait fait à la base aimer ça. Donc je suis revenu un peu en arrière sur ce que j'avais appris et qui aujourd'hui me paraît être l'essentiel. Une fois que j'ai cet essentiel, une fois que j'ai réussi à poser ces bases avec mes athlètes, là, je peux aller un peu plus loin. Mais voilà, aujourd'hui, si je devais résumer, voilà ma façon de penser. C'est très intéressant, je te rejoins sur la plupart des propos que tu viens de mettre en avant. Et ça fait une très bonne conclusion. Et est-ce que, juste pour la compléter, est-ce que tu pourrais résumer de manière très synthétique en quoi l'EPS, en quoi l'expérience d'un enseignant d'EPS est utile pour, par exemple, les entraîneurs ou les préparateurs physiques qui nous écoutent aujourd'hui, qui n'ont pas forcément cette expérience? Est-ce que tu pourrais synthétiser un peu les avantages de l'EPS et ce qui pourrait être intéressant d'utiliser dans le cadre de l'entraînement? Alors ouais, de manière très synthétique, c'est de se confronter à un public assez mixte et varié. Donc ça, c'est très formateur, comme je le disais. Ça, c'est l'EPS qui me l'a offert, mais après, voilà, j'ai entraîné aussi des enfants en bas âge, j'ai entraîné que ce soit des minimes, des poussins, donc on est très similaire de l'EPS là-dessus, avec la notion de plaisir. Voilà, donc ça, c'est c'est l'EPS qui nous offre ça au quotidien et donc forcément, derrière, on gagne quand même pas mal d'expérience. Et la formation continue de l'EPS autour de la psychologie, des pédagogies, de la didactique, de la façon dont on construit une séance, la manière donc de prioriser les acquisitions. Tout ça, on va dire que c'est des choses qui sont assez faciles à obtenir, à trouver, euh, et qui, selon moi, doit être à la base de l'apprentissage du métier d'entraîneur. Une fois qu'on a ça, bien sûr que ça n'enlève pas toute la connaissance qu'il y a autour, mais je pense que c'est très important de gérer un groupe, c'est très important de gérer un individu, de comprendre comment il apprend, de comprendre, nous, comment on peut faire apprendre, puisque notre objectif d'entraîneur, il est là. C'est de faire apprendre, c'est de transformer quelqu'un d'un état A en état B pour qu'il soit meilleur, en tout cas qu'il puisse répondre aux exigences de son activité. Voilà, en gros, c'est ce que j'aurais, si jamais, à donner hein, du milieu de l'EPS. Mais encore une fois, et je terminerai là-dessus, heureusement qu'il n'y a pas un mur infranchissable entre les deux. Beaucoup d'entraîneurs ont ça, beaucoup de formations fédérales mettent en avant ça, mais peut-être un peu moins que ce que l'EPS peut mettre en avant dans la formation continue. Ok, bah écoute, ça conclut bien le podcast. Merci pour ton temps que tu as pris pour nous partager ton expérience, à la fois en tant qu'enseignant de PS et de préparateur physique. C'était très enrichissant, donc merci à toi. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir également, et puis à une prochaine. Ouais, si jamais les auditeurs veulent te contacter ou voir un peu ce que tu proposes, est-ce qu'on peut te retrouver sur les Moi, il y réseaux a sociaux? Insta, sur Flavien Gay, LinkedIn. J'avais mis, pareil, Flavien Gay, GUAIS. J'avais mis quelques articles. Voilà, là, j'ai fait une pause, mais je reprendrai prochainement, où justement, j'essayais de mettre un peu en avant toutes ces idées-là et de vulgariser un peu à la hauteur d'un entraîneur ou d'un jeune coach toutes ces notions-là pour que ce soit un peu accessible et que ça permette de défricher un peu. Et voilà, que ce soit des outils assez concrets à comprendre, parfois des termes, et ça aussi c'est un peu le problème de l'EPS, parfois avec des termes un peu pompeux, qui sont compliqués à comprendre, mais finalement les notions elles sont assez faciles à appréhender. Mais voilà, LinkedIn, Insta, on peut me trouver là-dessus. Ça marche pas, je mettrai les liens en description. Et voilà, sur ce, je te remercie encore une fois et je vous dis à la prochaine. Salut! Ciao, merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.